Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast du vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec M. Francis Godbout. Comment ça va? Ça va super, ça va tantôt. Ça va super, merci. Il faut faire un petit gabarit rapide, là. Vous juste me parler un petit peu comme où est-ce que ça t'a amené dans le monde entrepreneurial, qu'est-ce que tu as vécu aussi, puis on amène ça jusqu'au goût du jour par la suite, là. OK. Ben, en fait, je vais partir jeune, mais je vais aller quand même rapide là, pour pouvoir faire une introduction qui est trop longue. J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, malgré que ma famille, c'est tous des gens qui étaient plutôt employés. J'ai toujours été un gars assez extrémiste de caractère. Je pense que les gens qui sont entrepreneurs sont tous des gens très extrémistes à la base. Quand j'étais jeune, mettons, je commençais à travailler à 8 ans, puis à 12 ans, je flippais genre des ballons de soccer que j'achetais au Canadian Tire en vente, des éditions spéciales. Je revendais sur Kijiji. Puis là, ma mère, elle me disait, ah, tu seras un bon entrepreneur, toi, plus tard. Puis là, ça m'a comme resté marqué. Toujours été un gars de chiffre. J'ai toujours voulu me séparer de la masse, honnêtement. Dès l'âge de, mettons, 15-16 ans, je faisais beaucoup de l'heure personnel déjà. J'étais rentré dans une genre de sec au secondaire. Là, mes parents étaient comme, c'est quoi que tu écoutes? J'écoutais des doutes de l'heure personnel. Un peu dans le style Tony Robbins, mettons. Mes parents, ils ne comprenaient pas. À l'âge de 15 ans, c'est pas normal. Là, les gens, ils jouaient à des jeux vidéo. Je jouais aussi à des jeux vidéo, mais la plupart de mon passe-temps, c'était de l'heure personnel. Fait que bref, après ça, j'ai eu plusieurs emplois. Je combinais, mettons, l'entraînement personnel. J'étais bandeur dans des bars. Puis je faisais de l'entretien ménager avec ma mère. J'ai toujours été un gars assez proche de ses finances, malgré que j'ai eu un lifestyle assez coûteux, j'ai toujours mis de l'argent de côté. Puis mes deux premiers moves en entrepreneuriat, ça a été de l'immobilier. J'ai acheté une maison que j'ai flippée. Après ça, j'ai fait la même chose avec un bloc résidentiel, un 7 logements. C'est un cash for keys. Donc, pour les gens qui savent pas, un cash for keys, c'est que tu donnes un montant d'argent au locataire pour qu'il quitte dans le but de le rénover pour après ça le relouer plus cher, ce qu'on appelle de l'optimisation immobilière. C'est assez 101. Puis après ça, ben, tu peux le refinancer ou le vendre. Après ça, en fait, j'ai vendu tout mon immobilier que j'avais, donc maison, bloc, parce que j'ai eu la chance de pouvoir acheter les magasins Shop Santé. Donc, j'ai pu mettre la main sur un magasin il y a de ça 3 ans déjà, qui était mon premier magasin. Fun fact, j'étais supposé acheter mon premier Shop Santé en 2018, qui était Brossard. Mais mes parents me disaient, ah, c'est trop beau pour être vrai, fais-les pas, c'est sûrement un scam. Puis j'étais comme dans ma phase où tu as un peu de sous, tu as comme un 150, 200 de côté. Là, tu te dis, ouais, si je me plante, je perds tout. Puis à cet âge-là, c'est stressant. Puis j'étais en couple. Puis mon ex m'avait dit, ah, tu devrais peut-être juste acheter une maison. Fait que là, finalement, j'ai acheté une maison avec cette personne-là. Ça a été super correct. Mais honnêtement, j'aurais dû acheter le magasin, mais c'est facile à dire par après quand tu es rendu à 35 commerces. Qu'on le sait, le Shop Santé, ça va super bien. À l'époque, je ne me trompe pas, il y en avait 5 ou 6, peut-être 7. Donc, c'était pas les mêmes enjeux financiers. Donc, fast forward, finalement, j'ai eu la chance de me reprendre 3 ans plus tard. Puis là, j'ai pas manqué mon occasion. Je me suis dit, c'est pas vrai que cette chance-là va me passer 2 fois sous le nez. Il faut que j'apprenne de mes erreurs. Fait que la minute qu'on m'a approché, on m'a offert un certain pourcentage pour un certain nombre d'argent. J'ai sauté dans le bateau. Je me suis dit, peu importe, même si c'est pas nécessairement assez pour souvenir à 100% de mes besoins financiers, ça va être une porte de l'entrepreneuriat pour être capable d'évoluer, faire des contacts, apprendre à gérer une business dans des opérations. Il faut comprendre que l'immobilier, oui, c'est une forme de business, mais à moins que tu fasses ça temps plein, tu n'as pas d'employé, tu n'as pas de payroll, tu n'as pas d'impôts, pas de DAS, c'est beaucoup d'affaires que tu n'as pas. Fait que ça a été mon premier shop santé que j'ai acheté en janvier 2022. Fait qu'après ça, ça a soit bien été les premiers mois. J'ai eu la chance d'en acheter un deuxième. Donc, j'allais chercher du financement pour le cas d'acheter les ports. Après ça, j'ai acheté Saint-Basile-le-Grand. Avec qui était le territoire de Belleuil, en fait, mais qui est devenu Saint-Basile parce qu'on jugeait que c'était un bon territoire. Donc voilà, après ça, 2 ans à opérer les shops santé. Puis j'ai tout vendu l'année dernière en septembre. J'avais envie de nouveaux projets. J'étais un gars qui aime automatiser des trucs puis être capable de déléguer. Shop, j'étais capable de le faire. Pas au niveau où est-ce que j'aurais aimé amener ça à cause que je trouvais qu'il me manquait de revenus là, pour être capable de dire je paye un gérant, mettons, 120 000 par année, il va être sa grosse coche. Je trouvais qu'en termes d'outils, de ressources monétaires, j'étais limité de ce que je pouvais faire par moi-même. Aussi, on s'entend que c'est une franchise, c'est une super bonne école, j'ai adoré l'expérience, mais j'avais envie de nouveautés. J'étais un gars qui a besoin de défis, puis je trouvais que ça commençait à tourner en rond tout le temps, puis que c'était pas quelque chose qui me permettait d'atteindre mes objectifs financiers à long terme qui étaient pas mal plus élevés que ça. Donc là, je me disais, je vais prendre un an sabbatique après avoir vendu mes shops santé. Je vais profiter des sous que j'ai faits. Ça a été assez payant pour pouvoir profiter pendant un an suffisamment sans problème. Et là, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Je verrai après ça. Fait que là, malgré ça, moi, j'avais perdu mes cheveux, en fait, avec le stress de l'entrepreneuriat puis la quantité d'anabolisants que j'ai consommé dans le passé avec les compétitions. Tu veux pas l'alopécie androgénique, c'est quelque chose de très naturel chez les hommes, mais malheureusement, les produits dopants vont accélérer le fameux processus de perte de cheveux.
Puis c'était pas quelque chose qui me gossait tant que ça, mais mon barber me disait hey, Big, pour vrai, tu cales là, comme j'y vais dans le déni, là, tu sais, je faisais une back-off, mais dans le fond, ma back-off partait comme de là quasiment. Là. Fait que là, finalement, je me disais, c'est un bon temps pour aller faire une greffe de cheveux. Là. J'ai du temps pour voyager, je vais prendre un mois, je vais aller au Maroc. Fait que ça a fini que dans le fond, j'ai rencontré un gars un mois avant mon départ. Cette personne-là avait un background complètement différent de moi, qui était vraiment plus axé sur la fiscalité. C'est un fiscaliste international, qui est un franco-marocain, en fait, qui est devenu mon business partner par la suite. Mais lui aussi me dit il a vécu des situations dans le passé, des stress. Il y avait un restaurant, ça a fermé. Puis on avait comme un peu vécu le même struggle de l'entrepreneuriat avec beaucoup de stress. Puis là, il voulait comme un renouveau. Fait qu'on est parti ensemble pour notre greffe de cheveux. Puis lui, il avait déjà dans l'idée d'ouvrir une compagnie de greffe capillaire. Puis il cherchait un partenaire. Fait que là, on a dit, regarde, on va voir comment ça va, on ne se connaît pas, on va voyager ensemble, on va en apprendre beaucoup sur l'un envers l'autre. Donc, suite à mon opération, j'ai vraiment aimé l'expérience que j'ai eue au Maroc avec la clinique qui m'a opéré. Fait que suite à ça, s'en suis enchaîné le développement de la compagnie qui est Samson Hair Center. Fait que dans le fond, je me suis dit, j'ai envie de faire profiter de cette opportunité-là aux gens du Québec, gens du Canada, de pouvoir être dans un pays qui est principalement francophone. Tu sais, le Maroc, ça parle arabe, mais tous les gens éduqués parlent très bien le français. Fait que je me suis dit, on va compétitionner les Turcs, les gros méchants Turcs, puis on va s'armer d'outils pour être capable de tirer notre épingle du jeu. Puis à ce jour, ça va super bien. La compagnie, elle a seulement 8 mois. Puis on tourne dans les 25-30 000 chiffres d'affaires par semaine déjà en ce moment. Là. Fait que fait le calcul. Là. On est déjà peut-être à 1 million quelques de chiffre d'affaires annuel en ce moment. Puis ça fait même pas un an encore. Fait que, on attend encore notre site web, on attend encore notre page Instagram qui fait dur encore selon moi, mais ça fait partie de bâtir un brand, ça prend du temps. Puis c'est du médical, donc c'est beaucoup plus long. Là, puis beaucoup de back-end, que ce soit la légalité, les voyages, la logistique, tout ça, c'est beaucoup d'organisation, puis ça sort énormément de ma zone de confort. Fait que c'est un petit peu là que je suis rendu dans mon parcours d'entrepreneuriat globalement. Là. Ben, c'est le fun parce que c'est vraiment trois choses qu'on peut dire très différentes. Si on parle d'investir dans l'immobilier jeune, après ça, un commerce de détail, à un produit qui est peut-être, tu n'as pas d'emplacement physique, à moins que je me trompe, mais c'est on est partenaire avec la clinique Skinny Audit 30, donc nos bureaux officiellement sont là-bas. Donc, on accueille les patients pré- puis post-greffe pour les soins post-opératoires avec la PRP. On travaille avec un docteur ensemble, donc conjointement. Donc, ça nous permet d'avoir l'accès à un médecin qualifié au Canada. Donc, il peut prescrire des antibiotiques, exemple, en cas de besoin, s'il y a une infection. Il peut créer des programmes post-opératoires sur mesure selon la santé du client. Donc, on a quand même un certain suivi aussi qui est fait en local, ce qui n'est pas le cas pour la plupart de tous nos compétiteurs. Donc, pour nous, c'est un gros avantage concurrentiel qu'on va exploiter. On ne l'a même pas encore annoncé officiellement. On a tourné tout le contenu il y a 3 semaines avant que je parte pour le Maroc, justement, avec un client. Puis là, je suis revenu, bref. Ça fait beaucoup, mais ouais, fait qu'il va quand même avoir un espace physique. Mais c'est pas quelque chose que je vais être pris là, physiquement, constamment. Je vais engager une fille qui paraît bien pour faire mes consultations, faire le dossier médical, mais that's it. En tant que tel, je n'ai pas besoin d'être là physiquement, exemple, comme un commerce de détail que ton day-to-day, c'est de la vente directe, c'est du B2C, c'est pas la même chose. Ouais, puis si ton employé n'est pas là, je veux dire, tu as la responsabilité du magasin tout de même. Fait que physiquement, tu dois toujours être alerte à être présent s'il arrive quoi que ce soit. Là. Absolument. C'est fun fact, Shop Santé Saint-Basile, la centrale a encore mon numéro, puis des fois, ils m'appellent pour le système d'alarme. Fait qu'à chaque fois, je réponds pas. C'est juste une business, t'as dessus H24. Là. Même quand tu as vendu, c'est compliqué. Là. Un processus de vente, ça dure. C'est long. Fait que j'ai plus ce stress-là d'avoir toujours à m'occuper de est-ce que mon employé est rentré? Est-ce qu'il close trop tôt? Est-ce que le service à la clientèle il est bon? Il y avait un aspect de contrôle que je trouvais que je manquais dans des commerces de détail. Puis là, j'ai plus ce problème-là pour l'instant, mais ça va revenir éventuellement, ça, c'est sûr. Là, je me permets de faire un pas de recul. Premier, ça a été investissement immobilier. Trouves-tu que ça t'a permis d'être une belle école d'apprentissage sur cash flow, investissement, etc.? Je considère que oui, c'est un premier pas. Par contre, il y a quand même un giga gap entre rouler une entreprise et acheter de l'immobilier. Je veux dire, la plupart des gens, justement, j'étais allé à l'événement AskMax aujourd'hui. On était une cinquantaine de gars, dont une vingtaine dans l'immobilier. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup, les gens de l'immobilier, c'est oui, 100% qui sont considérés entrepreneurs. Mais acheter, mettons, un 5plex, attendre 2 ans, refinancer pour acheter d'autres immobiliers. Pendant ça, là, tu as une job, exemple, temps plein. Mais ton immobilier, ça devient plus une forme d'investissement passif qu'une business, selon moi, à moins que tu sois dans le développement, mettons, de la construction, ou tu fais des
des projets, exemple, réno, optimisation, puis tu es vraiment dans le day-to-day, là, tu peux dire que c'est vraiment ta business à 100%. Mais si tu achètes un triplex, puis tu habites au sous-sol, puis tu refinances dans 3 ans, ben, je ne pense pas que tu as nécessairement tous les outils de capable d'opérer une business. Possiblement que la personne va être qualifiable pareil éventuellement, mais je ne pense pas que tu peux dire que ça va 100% s'appliquer, exemple, à opérer un magasin ou une business que tu dois vendre des crêpes de cheveux en Afrique. C'est clairement pas le même bagage que tu as besoin, mais je pense que l'immobilier, ça reste extrêmement payant, extrêmement positif d'un point de vue investissement, mais je le vois beaucoup plus comme un investissement que l'entrepreneuriat pur et dur. Exact. Non, c'est ça. Ben, ça amène au point justement d'entrepreneuriat. Comment est-ce que quelqu'un se lance dans le domaine de la greffe de cheveux? On en voit beaucoup parler, oui, mais on entend tout le temps Turquie qui ressort. Après ça, comment est-ce que quelqu'un au Québec, là, au Maroc, je veux partir une business, je pars où? C'est pas à porte non plus, là. Ben, honnêtement, j'ai eu la chance que mon partenaire soit franco-marocain, donc il parle arabe. Puis lui, en fait, après son restaurant qui a fermé, il s'est lancé comme directeur marketing. Donc, lui, il travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle. Donc, à la base, sa business, il montait des systèmes d'automatisation pour les cliniques médicales, hôpitaux. Donc, la prise de rendez-vous, tout automatisé avec l'AI. Donc, lui, il s'est ramassé à avoir un contrat avec cette clinique-là de greffe de cheveux, à travailler pour eux, le lead generation aussi beaucoup. Donc, c'est le même qu'il y a eu un pied dans l'engrenage, puis après ça, il a réussi à négocier une entente pour qu'on ait des bons prix en tant que Canadien. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais mettons que j'aurais été juste 100% Canadien, ça aurait été extrêmement, extrêmement difficile, voire impossible, d'être capable d'avoir toute la structure, la logistique, les chauffeurs, les hôteliers. Ça se ferait, mais ça aurait été beaucoup plus difficile à cause de la barrière culturelle. Là, j'ai la chance d'avoir un partenaire qui, lui, a brisé cette barrière-là pour moi. Il m'a présenté. Ça, c'est un sport au Maroc toute seule. Je suis reconnu par tous les gens là-bas. C'est cool. On a déjà une image de marque, un brand awareness qui est très, très fort à cause qu'il respecte énormément les touristes et les gens de l'Amérique. Mais honnêtement, sans mon partenaire, ça aurait été un cheminement extrêmement différent. Puis honnêtement, j'aurais pas pris cette voie-là. J'ai eu des remises en question aussi là, à travers ça. Là. Au début, c'est pas facile. Là. Tu te ramasses dans du médical, à l'étranger, là, tu voyages beaucoup, tu as la fatigue, tu as le stress financier. C'est vraiment complexe, honnêtement. Là. Mais je suis content d'avoir fait, là, mais honnêtement, sans mon partenaire, ça aurait été. Je sais pas si je l'aurais fait pour être transparent. Là. En fait, je pense que je l'aurais juste pas fait. Fait que c'était vraiment comme une opportunité qui t'est arrivée, puis tu t'as dit, garde, j'ai fait mon année sabbatique, comme Je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite finalement. Non. Dans le fond, j'ai vendu les shops santé. Le 1er septembre, les nouveaux propriétaires sont rentrés dans les commerces. Je n'avais même pas encore été payé à ce moment-là. Fait que, là, j'étais comme, je vais prendre mon temps, il n'y a pas de stress, j'ai des sous de côté. Puis là, dans le fond, j'étais allé faire ma greffe en novembre, puis on a ouvert la compagnie genre le 15 décembre. Là. Fait que j'ai eu zéro le temps. Là. Ça a été super vite. Mais je me dis, je pense que la vie fait bien les choses. Puis si cette personne-là a été mise sur mon passage, je dois sauter sur l'opportunité pour apprendre. Puis là, on lance aussi un e-commerce avec tous nos produits capillaires. La gamme de produits va s'appeler Rock. Honnêtement, c'est des produits ultra haut de gamme qui vont être faits justement à Marrakech, au Maroc. Ils vont être assemblés au Canada. On a déjà reçu les échantillons la semaine dernière. On va avoir une grosse campagne aussi avec des réseaux sociaux pour les influenceurs, pour les drops. C'est des huiles capillaires haut de gamme. On va avoir des crayons, on va avoir toutes sortes de produits aussi annexes. Donc, tu sais, tout ça a découlé parce que j'étais opportuniste, mais sans ça, je ne me serais jamais lancé dans l'e-commerce aussi. Donc là, on a un site web, vraiment ça coche. On est prêt à lancer, on attend les produits, ça va être livré en théorie demain. Donc, ouais. Là, jusqu'à présent, là, on passe d'une business qui est encore très jeune, 8 mois. Quel défi que tu trouves qui a été quelque chose, qui a peut-être soit un défi ou quelque chose de récurrent, qui pas qui met un obstacle, mais qui rend le tout un petit peu plus difficile peut-être? Ben, je pense que venant d'un passé où est-ce que j'ai exploité un modèle d'affaires qui était une franchise, qui était Shop Santé, la seule chose que j'avais à faire, c'était de bien opérer la business, être sûr que les clients soient bien servis, m'assurer que ma comptabilité ne soit pas 6 mois en retard, ce que j'avais de la misère à faire parce que je déteste faire ça. Mais en tant que tel, je te dirais que toute la personnalité du brand, c'est comme ton brand doit avoir une personnalité, mais ça, tu dois la bâtir, tu dois la créer. Fait que là, c'est quel type de contenu, la typographie, les couleurs, là, ton site web, c'est quoi les messages, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton avatar client. Donc, c'est d'être capable de définir tout ça en étant optimal pour que ce soit rentable aussi. Puis, je te dirais que de créer tout ça en même temps, c'est que tu te bats sur tous les fronts. Puis, on est juste deux. Puis, tu sais, les Turcs, ils se battent sur des équipes, là, puis ils ont des subventions gouvernementales du gouvernement turc pour développer le tourisme médical. Parce que le tourisme médical, si je ne me trompe pas, c'est autour de 8 à 10 du PIB du pays.
Donc, ils ont énormément d'aide financière, alors que nous, on ne fuck all encore pour l'instant, ni au Canada, ni au Maroc. Donc, c'est ça. Fait que je te dirais que c'est qu'on se bat sur tous les fronts. C'est automatisation, logistique, les ventes, le setting, le closing. Tu sais c'est quoi, là. Fait que, il y a beaucoup de trucs à vivre. On est juste deux pour tout ça. Parce que là, y a-tu d'autres, tu sais, parce qu'on entend beaucoup de Turquie, mais tu sais, qu'est-ce qui ferait que quelqu'un, tu sais, qui magasine ça, l'ambiguïté, pourquoi je le fais pas au Québec, au Canada, pourquoi j'irai en Turquie, pourquoi j'irai au Maroc, tu sais, souvent le monde peut peut-être venir mêler là-dedans, tu sais, vous avez une belle structure, mais qu'est-ce qui incite les clients à venir chez vous, disons? C'est une bonne question. Honnêtement, j'y réponds à peu près 5 fois par jour. Fait que ça fait plaisir de se répondre encore. En fait, il y a plusieurs raisons. La première, en fait, elle est super simple, c'est la langue française. Au Maroc, les gens parlent français. En Turquie, malheureusement, tu vas être pris avec un traducteur qui, j'espère pour vous, qui parle relativement bien l'anglais. Parce que quand c'est le temps de dessiner votre ligne frontale, ben, j'espère que vous allez pouvoir dire que tu veux là et non là, puis qu'elle va être à la bonne place un coup qui est opéré. Ça, c'est la première chose, la barrière de langue. Donc, la deuxième chose qui est super importante pour moi, en fait, quand je me suis opéré aussi en tant que client, c'était les standards médicaux du Maroc sont extrêmement stricts, comme l'Amérique du Nord. On veut pas, les gens charlent quand même, mais ça reste qu'on a quand même des standards médicaux qui sont élevés par rapport à la moyenne. Puis le Maroc, c'est ça que ça l'offrait. Donc, la Turquie, il y avait beaucoup d'histoires d'horreur avec des gens qui ont eu des décès, des infections. Il y a un jeune qui s'est suicidé l'année dernière. J'invite les gens à aller googler ça si ça leur intéresse, ce domaine capillaire. Bref, c'était un professeur ou un courtier immobilier, là, je ne me rappelle plus à 100%, mais bref, il y a eu une infection dans la barbe. Puis le jeune homme d'une vingtaine d'années s'est enlevé la vie à son retour. Puis là, j'ai fait comme, attends une minute, le gars, il n'a pas eu de suivi, il s'est fait infecter, puis la personne qui l'a opéré n'était pas qualifiée, c'était pas un vrai chirurgien, c'est quelqu'un à l'interne qui était formé à la va-vite, puis c'est de même, ça marche une greffe, puis il joue d'en face avec des outils qui sont coupants. Fait que, il y a un certain risque. Au Maroc, qui est un royaume, en fait, c'est une monarchie, donc c'est extrêmement strict avec le roi, donc il y a des règles médicales énormément sévères. Nous, c'est obligatoire que la chirurgienne soit physiquement dans le bloc ou le bloc conjoint si elle a deux opérations en même temps, en tout temps. Sinon, son droit de pratiquer est révoqué. Donc, pour moi, ça m'a fait comme, oh, attends une minute, j'ai besoin d'avoir un endroit où est-ce que j'ai ces standards-là, puis que mes clients vont aller se faire opérer. J'ai besoin d'avoir la paix d'esprit quand je couche ici avec le décalage, puis j'ai un client sur une table d'opération, d'être sûr à 100% qu'il est en de bonnes mains. Puis pour moi, ça, c'était primordial. Donc, la première chose, c'est la langue française. La deuxième, c'est les standards médicaux. Puis le troisième, pour moi, qui est super important, il combine deux choses. Le délai de vol, c'est seulement 5 heures. 5 heures à 5h30 aller, 6 heures revenir. On a des vols directs. Tandis que la Turquie, tu as toujours une escale habituellement à Charles de Gaulle en France. C'est un vol de 12 heures. Donc, c'est beaucoup plus long. Puis, on le sait, quand on voyage, on fait beaucoup de rétention d'eau. Puis, après une opération, malheureusement, une rétention d'eau, c'est vraiment pas idéal pour la capacité post-opératoire de récupération, d'avoir autant de rétention d'eau en plus de l'œdème qui va être élevé au niveau de la tête à cause de l'opération. Donc, ça, c'était une autre des causes super importantes pour moi que, en tant que client, je me dis si je peux voyager 6 heures au lieu de 12 heures d'avion, c'est vraiment moins pire le vol de retour, c'est moins pire pour y aller, donc je vais pouvoir profiter plus de mon voyage que je vais être moins fatigué, c'est un moins long décalage. Puis la dernière chose, c'est Marrakech, puis les gens qui sont jamais allés à Marrakech, je vous suggère de googler Marrakech sur TikTok ou sur YouTube. C'est un pays en développement économique en plein essor, c'est extrêmement propre, les gens sont super chaleureux, c'est une belle expérience, puis il fait beau à l'année. C'est la Turquie, tu vas là en décembre, il fait 6-7 degrés, puis des fois il neige. Donc, tout ça combiné ensemble, moi je me disais, si ma chirurgienne est autant, sinon plus qualifiée, puis les résultats sont bons, je vois que des avantages. Le seul point qui est plus difficile, c'est la réputation. Les gens y assument que la Turquie, c'est the way to go, mais ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, que c'est nécessairement la bonne chose à faire. Non, Isabelle, je pense que c'est très bien résumé aussi. Puis c'est une belle façon de mettre les gens en confiance de ce côté-là, de juste dire les vraies lignes de ce côté-là. Puis je pense que pour le Québec, surtout sur l'aspect français, je pense que c'est un point qui est important parce que tu te fais couper dans le visage. Là, fait que tu vas être capable de communiquer. C'est pas quelque chose que c'est pas ton dentiste régulier non plus. On parle de grosses opérations. Fait que je pense que c'est des points qui méritent d'être gagnés et d'être mis de l'avant. Puis je pense que c'est très bien fait aussi, surtout à le faire plusieurs fois par jour. Ouais, c'est drôle parce que c'est toujours. Mais en même temps, je comprends les gens, c'est normal. Pourquoi un, pourquoi l'autre? Quand tu as toujours entendu qu'un truc était bien, disant mais pourquoi vous êtes là-bas? Puis je leur dis, j'ai mes raisons. Si j'aurais voulu. En fait, ce qui est intéressant, c'est que mon partenaire, lui, a fait le Mexique, la France,
le Canada. Il a fait la Tunisie et la Turquie avant de finir au Maroc pour justement trouver la meilleure clinique, puis on allait avoir les meilleurs standards, les meilleurs prix, le meilleur service. Donc, tout ça. Donc, lui, il a voyagé beaucoup pour trouver la meilleure clinique, puis ça a fini quand même que c'est son pays à lui, ce qui est intéressant. Mais ça reste qu'on a eu la chance là, de travailler avec des Turcs. J'ai tout le storytelling en plus en vidéo, je peux te l'envoyer, c'est intéressant. Mais c'est ça, dans le fond, lui, il a fait toutes les places, puis on a décidé que le Maroc, pour nos clients, c'est le meilleur endroit. Donc, c'est même pas une question de on était là-bas parce qu'il y avait juste ça comme opportunité. Là, on a eu la chance de travailler avec des grosses cliniques. Je ne peux pas nommer de nom, mais on aurait pu, mais on ne l'a pas fait par choix. Là. Là, c'est ça, tu sais, c'est un business qui est jeune, ça fait 8 mois, on a trouvé un partenaire d'affaires, ça va bien aussi. Là, actuellement, c'est-tu les défis, comme on dit, c'est peut-être engager quelqu'un sur le marketing, là, pour faire l'acquisition client aussi. Comme on a dit, là, vous êtes deux, puis vous devez un peu tout faire. On prend un client, est-ce qu'on l'envoie seul au Maroc? Est-ce qu'on en accompagne? Tu sais, comment est-ce que tout ça se déroule, là? Je te dirais qu'en ce moment, ça dépend vraiment. Pour ce qui est des accompagnements, c'est case per case, mais présentement, on essaie toujours de mettre des bundles de dates que les gens partent en même temps parce que ça rend ça intéressant pour les clients parce qu'ils se sentent moins seuls. Tu sais, les Québécois, c'est des gens qui, relativement, s'entendent toujours bien ensemble. Puis, dans le cas contraire, ils peuvent très bien prendre leur côté tout seul. Ils ont chacun leur chambre, leur chauffeur. Donc, ça, c'est pas tant de problématique. Mais dans la business, en ce moment, je te dirais que le gros struggle, c'est au niveau de les ventes. Je dirais plus le setting que le closing. Le setting, c'est des tâches qui sont très time-consuming. Tu dois appeler un client des fois 5, 6, 7 fois pour qu'il décroche pour être capable de lui booker un call, pour que tu puisses lui donner les informations. Donc, tout ça, ça fait en sorte que c'est très time-consuming. Plus après ça, tu as le closing. Après ça, la facturation, la logistique, les billets, les questions. Donc, en ce moment, vu qu'on fait tout, je te dirais que la prochaine étape, ça va être vraiment d'engager un bon setter puis éventuellement former un bon closer. On a justement eu 2 rencontres là, cette semaine avec des équipes de vente pour qu'ils prennent en charge tout ça. Donc, on a recrunché les chiffres pour voir qu'est-ce qu'on est capable de payer en tant qu'entreprise pour être capable de payer ce type de service-là. Parce que j'ai parti d'entreprise, mais le but, c'est pas que je sois employé de ma propre business. Ça ne me dérange pas de le faire un certain temps parce que c'est important de se mettre dedans pour bien le comprendre. De mettre son chapeau d'employé, c'est important de savoir pour ça comment le gérer. Mais en ce moment, le struggle, je dirais principalement, c'est sûr. Là. Ah, mais je pense, comme tu dis aussi, c'est de au moins réussir à faire un peu toutes les tâches connexes pour quand tu dois le montrer à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de compétent, parce que oui, il faut que tu travailles dans la business, mais la réalité dans l'entrepreneur, il faut que tu travailles plus sur la business aussi. Exact. Fait que c'est ce qu'on essaye de faire. Puis c'est pour ça que je fais beaucoup d'événements de PR aussi pour être capable de faire avancer. On a aussi des partenaires. Donc, mettons les barbershops, on travaille avec eux. Donc, si nous réfèrent des clients, on a un système de référencement. Donc, on colle des codes QR dans les miroirs. Quand les clients ils scannent le code, ça leur donne une consultation gratuite. Ils sont obligés de mettre c'est qui veut référencer. Donc, si nous, on close cette personne-là, on donne 500 de référencement au barber. Donc, on fait ce type de partenariat avec quelques partenaires d'affaires. Donc, c'est intéressant aussi pour eux pour augmenter leurs revenus. Donc, même s'il y a des coachs qui écoutent le podcast, ça leur intéresse honnêtement. Ça peut être intéressant aussi quand vous avez des gens qui sont dans le besoin. Je veux dire, l'argent est là, tu as juste à l'apprendre. Dans le fond, nous, on s'occupe de tout de A à Z, le closing, la logistique, le suivi post-opératoire. Donc, on veut que nos partenaires soient juste là pour du référencement, tout simplement. Ouais, puis c'est des bons partenaires stratégiques. Je pense que aussi Barber, à un certain point, c'est sûr qu'eux vont voir l'évolution de la qualité de ce côté-là. Je pense qu'en tant qu'homme, la plupart, on s'en sauve pas, malheureusement. Je pense qu'à un certain âge, tu penses t'en sauver. Même moi, plus jeune, je me dis, je ne mettrai jamais de calotte, je vais être correct, mais elle veut pas, je le vois, le ligné, il s'en va. Là, on prend de l'âge aussi, puis il y a une partie génétique. Fait que, je pense que c'est une belle façon de l'apporter. Puis je pense que ça va gagner aussi. Je pense que c'est un autre peut-être problème que je vois, c'est que les gens, comme ont pas encore assez de confiance ou l'ambiguïté de l'étranger, mais je pense que vous faites un beau travail d'amener les points positifs de pourquoi y aller, où on parle beaucoup de prix, mais risque, je pense que tu as même fait une vidéo à un certain point, la santé personnelle sur comment est-ce qu'on se perçoit, comment est-ce qu'on devient à l'aise un peu avec qui on est, puis veut pas, on check les femmes avec l'âge qui réussissent quasiment à maintenir la vingtaine, la trentaine, rendue à 60 ans, mais comme nous, les hommes, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider aussi, pour être à jour? Exact. Moi, j'appelle ça un BBL pour homme. Là. Non, parce que pour vrai, un homme, à part des facettes dentaires et des cheveux, si tu es en forme, peu importe tu ressembles à quoi, si tu es confiant, tu vas quand même bien paraître avec général. Je pense que les dents, les cheveux, l'hygiène puis la forme physique pour un homme, quand tu as ça,
Après ça, ce que tu as besoin, c'est de la confiance en soi, mais juste ça va faire énormément un long bout de chemin, là, selon moi. Là. Donc, je pense que pour tous les hommes qui font de la calvitie, c'est quelque chose qui est un gros turning point. Là. Absolument. Tu sais, là, si je reviens un petit peu sur le côté entrepreneur, tu sais, si on aurait pris Godbout sans l'expérience qu'il a eue, mais toujours avec l'esprit entrepreneurial, est-ce que ce que tu as vécu trouve que tu as amené un certain bagage à ce que tu as aujourd'hui ou c'était complètement nouveau, fait que tu aurais pu commencer à fresh, mais, tu sais, avec les contacts et tout? C'est une bonne question. C'est sûr que c'est dur à répondre parce que je suis dedans, puis clairement, mon expérience me bénéficie. Je te dirais que l'expérience, mettons, juste au niveau des finances, les chiffres, les marges, les calculs de coûts, ça m'a énormément aidé d'avoir des business, que j'ai des opérations, genre des loyers, des assurances de l'hydro, du staff, c'est comme tout ça, ça l'aide énormément, c'est sûr. Je pense que dans la vie, tout ce qu'on fait va nous amener une certaine expérience, puis qu'il y a certains trucs qu'on peut vivre même dans notre vie personnelle qu'on peut réappliquer dans un autre contexte. Donc, moi, je pense pas que c'est toujours, mettons, tout noir, tout blanc, mettons, d'un côté, puis que ça peut juste servir d'un truc comme de l'autre. Je pense réellement que mon expérience entrepreneuriale m'a aidé autant que certains trucs, plutôt que je peux avoir vécu personnellement. Par exemple, une maladie que j'ai eue en 2019, que j'ai été hospitalisé pendant 2 semaines. Ça me sert autant dans mon quotidien aujourd'hui que l'expérience que j'ai eue dans la business. Je pense que ce qui fait qu'un humain avance plus vite qu'un autre, c'est la capacité justement de réutiliser certaines leçons de vie, puis d'utiliser sa mémoire pour se rappeler de certains moments qui étaient plus difficiles ou pour être capable d'aller de l'avant plus rapidement, puis pas laisser le passé non plus nous affecter négativement avec des mauvais réflexes, d'exemple, dire c'est trop beau pour être vrai ou quoi que ce soit. Je pense que tout ça fait en sorte que c'est le cheminement t'amène où est-ce que tu es rendu. Mais clairement, le cheminement que j'ai fait en tant qu'entrepreneur avec Shop Santé, avec l'immobilier, m'a clairement aidé dans ma confiance. Je pense que ça, c'est un gros morceau aussi. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions rapides, puis qui va reprendre une autre décision rapide pour corriger le tir. Si tu prends 10 mois, mettons, pour prendre une décision, pour finalement que ce soit la mauvaise décision, ben, tu aurais eu le temps de prendre 100 fois une mauvaise décision pour arriver à la bonne avant le 10 mois. Puis le temps, on a de la difficulté à réellement évaluer que le temps, c'est de l'argent, mais c'est réellement la réalité. Fait que si tu prends toujours trop de temps pour prendre une décision, tu n'es jamais capable de réajuster le tir. Fait que c'est un peu comme dans un jeu de guerre, si t'attends que ton viseur soit exactement sur le gars, parfaitement dans la tête, puis tu ne sais pas, ben lui, il va te tirer un moment donné, tu sais, comme un moment donné, tu tires, puis tu t'ajustes en tirant, mais je pense que la business, c'est un peu ça. Les gens prennent trop de temps, se posent trop de questions, ils ne se lancent pas à 100 affaires, puis je pense que ça, honnêtement, c'est 100%. Ah, il y a une quote que j'ai entendue qui est simple, et tu dois l'avoir déjà entendue, mais Money Love Speed. C'est simple, la réalité, c'est ça. C'est une prise d'action massive va, oui, te donner les connaissances. C'est sûr que tu vas te planter au travers, mais plus vite que tu passes à l'action à te relever, mais plus vite que tu peux passer à autre chose aussi par la suite. Là. Si tu attends la parfaite opportunité, il va toujours avoir quelque chose qui va pas être aligné, puis tu ne vas jamais rien faire, tu ne vas jamais prendre de risques. Puis l'entrepreneuriat, c'est du risque. Puis je pense que c'est de la tolérance au risque, puis justement en prenant ce mindset-là, puis en l'appliquant d'être capable de prendre des décisions rapidement, puis de réorienter le tir, c'est comme ça que tu vas avancer plus vite, ça, j'en suis convaincu. Non, c'est pas ça. Puis j'aime les épisodes short et tactiques, puis direct au but, pour, mettons, amener plus à une conclusion. Quel conseil, parce que là, on a quelques visions, en fait, quelques business dans différents domaines, mais quelqu'un qui se lance en affaires, quel serait un peu le skill set que tu donnes, que quelqu'un devrait avoir ou quel truc que tu pourrais donner à quelqu'un qui commence plus en affaires? Je pense qu'avec l'ère qu'on est rendu avec le AI aujourd'hui, c'est plus une question d'accès à l'information, c'est une question de prise d'action. Ça a toujours été ça, mais là, c'est exponentiellement encore plus vrai avec ChatGPT. Je veux dire, moi, je travaille avec ChatGPT, ça fait 2 ans. Je l'ai intégré dans ma vie sur plusieurs aspects, puis ça m'aide à sauver du temps pour justement être apte à prendre plus d'action dans ma journée. Parce qu'avant, mettons, dans l'entrepreneuriat, tu n'avais pas les ressources autant accessibles. Donc, tu avais besoin de prendre 3-4 heures pour aller chercher l'information, pour après ça la filtrer pour éventuellement prendre une action. À cette heure, tu as ça sur ton téléphone, puis en 5 secondes, tu peux faire une étude de marché qui va être précise à 80% pour être capable de faire une prise de décision. Fait que je pense que de se servir de ces outils puis de prendre action rapidement, ce serait mon go-to si j'avais un conseil à donner. Là. Puis en plus, il y a tellement de YouTube à faire do it yourself. Je pense que de développer un skills, de devenir autodidacte, ce serait le number one truc pour avancer dans l'entrepreneuriat à 100%. Non, mais c'est ça, j'adore ce que tu dis aussi. C'est
prendre le temps, on a de l'information plus accessible que jamais, mais tu sais, une autre chose que on a ça qui est plus accessible, les fameux vidéos, puis moi j'ai dans ma tête le brain rock quand que je réalise que je scroll trop longtemps. C'est comme là le défi de on a l'information plus facile, puis on a tout à portée de main, mais d'autres business sont là pour nous garder comme distraits d'une autre façon. Mais, tu sais, comme tu dis, l'information elle est accessible, il faut penser puis passer à l'action. Absolument. Puis c'est intéressant, tantôt tu disais tu veux montrer le dark side, mais je pense que ça pourrait être bon comme question que tu me demandes peut-être c'est les plus gros challenges que j'ai eu dans le passé, là, parce que quand j'avais les business, que j'étais dans les opérations, j'ai eu des moments très difficiles, là, comme mettons avec les shops santé. À un certain point, moi, je suis un gars extrêmement extrême. Donc, j'étais le genre de gars qui ne dormait pas de la nuit parce que j'avais peur que mon staff ne rentre pas le lendemain matin. J'étais complètement obsédé là, à un autre niveau. Puis, je n'en ai jamais vraiment parlé publiquement avant, mettons, mon podcast. Là, je vais t'en parler aussi sur ton podcast. Mais j'en dormais mal la nuit. Puis, j'étais tellement excité par le domaine entrepreneurial que moi, j'ai eu 2 burn-out avec les shops santé. Là, puis, comme il y a des gens qui le savent dans mon entourage, ils le savent très bien. Là, même mes employés à l'époque le savaient. Là, ils m'ont dit, Godbout, comme ça n'a pas d'allure. Là. Tu viens de travailler minuit parce que tu es autant obsédé parce que tout soit parfait. Après ça, tu vas au gym, tu fais de la boxe, puis après ça, tu te réveilles, tu dors 2 heures, tu travailles. J'ai tenu ça 1 an, mais après 1 an, man, j'étais fini. Là. J'arrivais chez nous le soir, j'étais sur mon divan, puis c'est bizarre, là, mais je me rappelle, des fois, je ne savais même plus j'étais où, j'étais tellement rendu confus. C'était fou. Là. Des fois, j'étais paralysé, je me réveillais le matin, j'étais plus capable de bouger de mon lit. C'est juste que maintenant, il a fallu que j'apprenne à comme doser comme mon excitation parce que je suis quelqu'un qui aime faire les choses, puis j'ai une vision, puis j'étais comme aïe, c'est hot, ça me permet d'atteindre mes objectifs financièrement. Puis finalement, dans le fond, ça s'est reviré contre moi parce que j'étais trop obsédé. Donc, de garder un équilibre, je trouve ça difficile avec l'entrepreneuriat. Même en ce moment, je voulais prendre une année sabbatique justement pour retrouver cet équilibre-là. Finalement, je n'ai jamais pu. Là, je l'ai trouvé. Je travaille environ 60-70 heures semaine, puis je suis bien avec ça. Mais dans le temps des shops santé, à un certain point, c'était pas mal plus que ça. Bon, ben, je pense que tu amènes un bon point. Souvent, c'est ça, c'est que l'entrepreneuriat, on veut plus, dans le sens qu'on n'a pas de taux horaire. On peut faire 10 heures, 20 heures, comme on peut faire 100 heures, 120 heures. Il n'y a pas de limite. Il faut réussir à se créer peut-être une certaine limite, trouver le sweet spot. Sur regarde, je suis capable de faire tant d'heures, je fais telle chose, je suis productif, je suis sharp, mais souvent, c'est très facile que ça s'ensevelit parce que à un certain point, les opportunités, ce que tu peux faire peut devenir aussi infini, mais tu n'as pas infini d'heures dans une journée ou dans une semaine non plus. Exact. Puis c'est une des raisons pour laquelle aussi j'ai décidé d'acheter deux franchises, dans le fond, avec App Fitness. Dans le fond, j'ai acheté le territoire de Laval puis de Québec parce que je voulais justement être sûr d'avoir des business qui vont pouvoir bénéficier de mon background d'opérateur avec les shops santé parce que c'est très similaire, même avec moins d'opérations. Puis ça va être comme mon genre de dada un peu. Ça va être comme de la gestion, mais pour moi, ça va être light work. Puis de l'autre côté, je vais avoir la business que je développe qui est 100% identitaire à comment je veux l'amener. Fait qu'un côté, ça va me permettre de comme vraiment m'exprimer dans ma business, être libre à 100%. Mais il y a un côté des franchises que j'adore, c'est le fait que c'est un clé en main puis que tu opères ça. Fait que tantôt, tu demandais un conseil d'entrepreneuriat, je pense que ça peut être bon là, si dans mon entourage, j'avais accès à un modèle de franchise. Ça peut être intéressant pour l'apprentissage aussi, puis être capable d'être en mode observation. Parce que quand tu es dans une bonne franchise, comme je considère Shop Santé une extrêmement bonne franchise, ils sont très forts en marketing, il y a beaucoup à apprendre. Donc, ce serait un autre de mes conseils. Pour les gens qui ne savent pas trop quoi faire, il y a des bons modèles d'affaires de franchise, puis s'ils veulent, ils peuvent me contacter aussi à ce niveau-là. Non, mais c'est super, ça, mais non, je pense que c'est un bon point de vouloir révolutionner la roue, faire quelque chose de complètement différent quand tu n'as peut-être pas les notions de base que tu pourrais avoir accès avec une franchise aussi. C'est un très bon point. Absolument. Là, je pense qu'on a. Je veux peut-être glisser un petit mot, mais App Fitness, là, je ne savais pas, mais là, je sais qu'ils sont en gros développement. On achète des territoires, on achète des gyms pour vraiment élargir un peu le modèle d'affaires qui, je pense, gagne à être connu. Absolument. Mais dans le fond, sur la fitness, c'est ces modèles haut de gamme, tu le connais un petit peu, en fait. Donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher la clientèle qui avait plus de sous un petit peu pour avoir un service qui est un gym qui est exclusif. C'est aussi beaucoup une communauté. Il y a beaucoup de gens qui vont dire jamais je vais m'entraîner là, c'est trop cher par rapport à la compétition. Mais je peux comprendre aussi que c'est pas nécessairement tout le monde qui a les mêmes critères pour s'entraîner à des gyms. Il y en a pour qui c'est juste le prix et les machines. Mais pour moi, l'aspect communauté est super important. Quand tu as des gars qui font du trading puis qui se sont claqués 450 000 US un matin sur l'or,
ben, il s'entraîne au gym à côté sur une machine à côté de toi au gym. Puis là, puis il fait ses biceps curls. Je sais pas, moi, je disais, hey, chum, vite, vite, tu as 2-3 conseils à me donner. Ben, c'est le genre de conseil qui vaut pas mal plus que 109,99 selon moi. Je pense que les gens que tu connais vont faire énormément de différence sur ce que tu vas te rendre dans la vie. J'ai eu la chance de côtoyer des gens qui sont bien aisés monétairement, pas mal plus que moi. Mais j'essaie d'apprendre à chaque jour en me mettant dans ce bain-là. Puis je pense que App Fitness, c'est quelque chose qui va permettre à beaucoup de gens de faire. Et nous, tu le vois avec les stories, là, quand tu vois tous les supercars parkés devant le gym, tu te dis, ouais, ben, quelque part, il y a du monde là-bas qui ont compris quelque chose que peut-être moi, je n'ai pas compris. Donc, ça aussi, je pense que c'est une bonne chose d'un point de vue client. Là. Non, c'est un très bon point. Je pense qu'on y pense peut-être pas, qu'on pense, tu sais, gym in and out, mais quand tu regardes les opportunités possibles, tu veux en saisir, ben, tu sais, tout ce qui est plus haut de gamme, ne veux pas t'attirer une clientèle qui est plus haut de gamme. Fait que, tu prends le temps d'investir, puis c'est toujours en investissant dans n'importe quoi, à un certain point qu'on ouvre des opportunités, puis qu'on apprend plus, qu'on trouve des partenaires d'affaires, etc. Là. Absolument. Donc, c'est un genre de fil social dans un sens. Là. C'est sans discriminatoire non plus, mais je pense quand même qu'il y a des avocats, des médecins, des chirurgiens, des courtiers hypothécaires, des gars comme moi qui sont là. Quand ça parle ensemble, c'est pas long que tu peux t'ouvrir une business avec du monde là-bas. Là. Pour être, tu t'entraînes une journée là-bas et tu fais des contacts, c'est sûr, moindrement, que tu es un peu social. Ah, mais super, ça, j'adore le partage. Donc là, genre, un autre petit conclusion, je sais pas si tu as un petit mot de la fin, mais sinon, je pense que ça a été, on a touché sur plusieurs sujets, mais c'est... mot de la fin, acheter du Bitcoin. Dans 10 ans, il va être 1 million, je mets la main au feu. Je la mets au feu pour de vrai, honnêtement. Mais normalement, j'ai vraiment le mot de la fin. Pour vrai, j'encourage juste les gens à suivre leur rêve. Puis si j'avais de morale de l'histoire, si je n'avais pas écouté mes parents en 2018, je serais probablement déjà plus au Québec en ce moment. Donc, faites attention à qui vous prenez vos conseils. Une des premières règles que j'ai appris justement dans ma formation quand j'avais 15-16 ans, c'était « Who do you listen to? » Posez-vous toujours la question, est-ce que la personne que j'écoute et où est-ce que je veux être plus tard? Si cette personne-là n'est pas là, the fuck out of here. Écoute même pas ça, bouge tes oreilles, ça va juste te nuire, ça va diminuer ton mindset, ça va diminuer ta fréquence, ça va juste te mettre des barrières des bâtons dans les roues, la fatigue, my God, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Donc, écoutez pas les gens qui ne sont pas où est-ce que vous voulez être. Il faut que ce soit où est-ce qu'ils veulent être pour les écouter, sinon ça ne vaut pas la peine. Donc, faire attention à qui vous écoutez. Ce que vous consommez va dicter énormément votre chemin aussi. Donc, nourrissez-vous de gens positifs, puis de gens qui croient en vous, surtout. Sinon, vous êtes mieux seul que mal accompagné. Donc, mot de la fin, un peu saccadé, mais j'ai une grosse journée. Là. Ah ouais, non, mais je pense qu'on comprend le point aussi que je veux dire, puis on en parle souvent, tu sais, ton entourage, les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, puis de prendre conseil de quelqu'un qui est même pas où ce que tu veux être. Quand on y pense 2 minutes, c'est un petit peu farfelu de dire, mais cette personne-là est peut-être même en dessous de ce que je suis actuellement, puis je vais écouter cette personne-là. Fait que, de juste prendre le temps, des fois, ça peut valoir la peine. Ouais, parce que les gens ont tendance à vouloir mettre leur peur dans toi. Souvent, c'est ça que les gens font. Mais je sais que c'est difficile parce que des fois, c'est des gens comme nos parents, nos proches. C'est des gens qui, au final, il faut comprendre la nuance. On va terminer là-dessus, mais il faut comprendre la nuance que vos gens proches qui vous conseillent, même si c'est un mauvais conseil, eux ne le font pas parce qu'ils veulent votre mal, en fait. C'est eux, dans leur tête, ils vous protègent, mais ils vous empêchent d'avancer. Puis, moi, là, je me dis toujours, soit que quand je me casse la gueule, je ne perds pas. Soit que j'apprends, puis après ça, je vais gagner. Mais dans tous les cas, j'apprends. I never lose. Voilà. Super. Ça fait que je te remercie du partage. Un très beau mot de la fin. Puis merci à tous pour votre écoute. Là, je pense qu'on prévoit un futur lancement du podcast à M. Godbout. Absolument. Audacité, éventuellement. Ça va être ton tour sur mon podcast, Tony, en présentiel à Montréal. Super. Ça fait que merci à tous. Puis on se dit à un prochain épisode. Merci.